100.1, c'est calme. Bon, 9h31 minutes, vous êtes dans l'émission Ne lancez pas des pierres. Donc, ça date des années 80, exactement, Platinum Blonde, peut être plus clair, 84, 85. C'est bon. Oui, ben on a juste envie de danser. Ouais. Oui, effectivement, on dansait pas mal plus en robot dans ce temps-là. Mais, écoute, comment ça va, M. Paquette, David Paquette, spécialiste Bonjour marketing? Pierre, comment ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Cette semaine, moi, tu nous as manqué la semaine passée, tu vas mieux, oui? Ça fait 2 semaines qu'on se manque. Mais je pense à vous tout le temps. Ah, c'est gentil, ça, merci beaucoup. Bonjour le public, bonjour Facebook, j'espère que ça va bien. Comment vous allez en ce vendredi matin? Ils répondent tous en même temps. Ouais, ça va numéro 1, t'es de retour. Bon, alors cette semaine, tu nous parles de... Focus. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de focus. Oui. Je pense que c'est important dans les entreprises de toujours garder le cap sur la focalisation. Ça semble comme, dans le fond, un dédoublement. C'est une répétition de dire garder le cap sur le focus, garder le focus sur le focus. C'est un peu répétitif, mais en fait, on entend c'est ça que souvent, le focus doit se faire continuellement en entreprise parce qu'on peut se perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Et puis, on a un ennemi numéro 1 qui est nous-mêmes, qui s'appelle l'entrepreneur. L'entrepreneur est, par défaut, enthousiaste quand ça va bien. Et puis, Pierre, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais tu rencontres dans des soirées... je sais que tu cours toutes les soirées mondaines. Oui, je suis très, très mondain, oui, absolument. Oui. Dans les soirées mondaines ou oui. les soirées de famille, tu rencontres un entrepreneur qui a du bagou, qui a une bonne pince. On en connaît tous un. C'est le fun. Mais là, il te parle tout le temps de son nouveau projet. Ouais. Fait que là, il dit, j'ai parti une nouvelle patente, puis là, on fait telle affaire, puis là, j'ai parti un nouveau projet. Ben, c'est cet entrepreneur-là que je veux m'adresser aujourd'hui parce que il est son propre ennemi puis l'ennemi de son entreprise en fait parce que le fait on peut s'éparpiller en fait rapidement dans une entreprise puis l'éparpillement va dire qu'on va faire moins de profit. Je m'explique. Souvent, moi j'ai vu dans le cours de ma carrière des gens me rencontrer et dire David, moi j'ai 2-3 compagnies là. J'ai une compagnie qui fait du lavage de vitres commercial, puis là j'ai une compagnie qui fait de la tonte de pelouse résidentielle, puis je start des piscines moi au printemps là, tu sais. Bon, ça peut faire du sens parce que t'as un camion, t'as des outils, tu te promènes, tu fais toutes sortes de jobs, tu sais. Puis là dans le fond t'as les gens, excuse l'anglicisme, ils ont brandé leur service en compagnie. Fait que là, tu vas avoir super vitre commerciale. Puis après ça, t'as comme... T'as 3 noms différents. Tonte, là. Puis... Tonton. Puis genre, piscine, let's go. Nom, par exemple. Bon, parfait, on part ça. Tonte du gazon, tonton. C'est très bon. C'est un concept avec les tontons puis les tatas. Oui, vas-y. Fait que, dans le fond... la personne se retrouve avec 3 cartes d'affaires, 3 sites web. Puis moi, je vois souvent ça parce que la personne, finalement, à un moment donné, elle se rend compte que c'est beaucoup d'entretien, tout ça. Là. Oui. Il faut que j'entretienne les marques. Puis là, quand j'arrive dans une discussion avec toi, je suis en train de fouiller dans mon portefeuille les cartes. Puis là, je fais comme laquelle je te donne. C'est pas clair. Puis c'est pas clair. Puis pour l'auditoire, c'est pas clair, en fait. Ouais. Puis c'est là où ça devient dommageable. C'est que quand on s'assoit puis on dit, OK, 2 petites minutes, là. C'est qui ton client idéal, là? Bon, c'est une famille résidentielle là, qui va t'acheter la tonte de pelouse pendant l'été, puis qui va t'acheter le startage de piscine au printemps, puis qui va peut-être te prendre ton service de lavage de vitre. Fait que tous ces 3 services-là, là, pour eux, ils vont les prendre les 3, c'est important, là. Tu sais, la résidentielle puis le commercial, c'est 2 veines séparées, mais tu pourrais vendre les mêmes services aux 2 veines. Ben, évidemment, il n'y a peut-être pas de piscine dans le commercial. Tu ne pourras pas starter les piscines, mais tu pourrais starter des thermopompes, starter d'autres affaires. Ben, peut-être que dans le fond, ton startage de piscine dans le commercial, ça sera pas bon, mais fait qu'on réfléchit du point de vue du client, en fait. Ouais. Et c'est commun de voir ça, des entreprises qui... on voit souvent des entrepreneurs qui ont toutes sortes d'idées, c'est pour ça qu'ils sont entrepreneurs. Ben oui. Mais qui parlent vraiment, là, plusieurs, on va dire, marques, sous-marques de leurs produits, sous leur compagnie. Oui, c'est Pierre. un classique. C'est un classique. Je veux dire, c'est les plus entreprenants des entrepreneurs, là. Tu sais, t'as toutes sortes d'entrepreneurs, je te dirais. Fait que, j'ai pas de chiffre, là, mais 15-20% des entrepreneurs vont être assez failés pour créer des affaires comme ça. Okay. Mais
Puis failer, pour moi, c'est positif. Ouais, là, c'est pas t'sais. péjoratif. Ouais. Mais non, c'est pas péjoratif. Là. C'est une belle folie. Ça bouillonne. Ouais. Puis c'est correct. Parce que, Pierre, ça prend 2 secondes de faire une compagnie. Là. On s'entend, là. Tu trouves un nom dans le dictionnaire, tu mets ça sur une petite carte d'affaires, t'imprimes ça chez Bureau en gros pour $15, puis tu dis aux autres que t'as une compagnie, puis t'as une compagnie. Là. Ouais. En réalité, on s'en fout là, dans quel coquille fiscal elle est. Là. Je veux dire, t'as une compagnie. C'est simple. Puis l'important, c'est que tu vends une idée à quelqu'un, puis la personne, si elle est prête à l'acheter, t'as une compagnie. Là. Ben oui. Je veux dire, je fais de la limonade sur le coin de la rue, puis je la vends, c'est une compagnie. Ah là. oui, absolument. Ouais. Donc, je pense qu'il faut revoir la perspective du client. Qu'est-ce qui fait du sens? Fait que là, en l'occurrence, l'exemple que je viens de te donner, on regarde la famille, le client type, là, la famille qui va acheter la tonte de pelouse, le startage de piscine, le lavage de vitre. Bon là, on va regarder, OK, parfait, t'as peut-être pas besoin d'avoir 3 compagnies, tu peux avoir une compagnie. Tu peux quand même décider de brander tes produits. Donc, ton lavage de vitre, c'est un produit A. Ton startage de piscine, c'est un produit B. Puis là, on va s'assurer que le visuel soit cohérent entre tes 2 produits, que le range de prix aussi soit similaire. Puis, à travers tes produits, tu vas offrir les mêmes facteurs de différenciation sûrement. Donc, peut-être le service à la clientèle va être le même. Ça va peut-être être la même équipe. Tu vas avoir le même branding puis la même approche. Ah oui, donc des coûts en moins, tout simplement. Quand même exact. assez majeur. Fait qu'à la fin, ton marketing va te coûter moins. Ah oui. Mais tu vas focusser aussi sur les types de clients que tu veux. Ouais. C'est ça l'exercice. C'est que tu vas te dire qui je vais aller chercher, qui va m'acheter mes 3 produits. Et non pas, je vais aller choisir une clientèle pour A, une autre clientèle pour B, puis une autre clientèle pour C. C'est pas le logo qui coûte cher en marketing, c'est l'effort que tu mets pour aller chercher ta clientèle nouvelle. Absolument. Donc, si tu as 3 cibles à atteindre, c'est vraiment difficile. Tandis que si tu as une cible qui traverse tes 3 produits, qui achète tes 3 produits, ben là, ta cible est beaucoup plus rentable. Ben, c'est clair. Puis on voit ça, c'est bon ce que tu dis, parce qu'on voit des entreprises souvent qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est quoi le rapport? Exact. Et c'est un exemple C'est quoi de ça. Exact. Et d'autre côté aussi, quand tu es entrepreneur, puis que tu es dans l'exemple, tu vis l'exemple que tu démontres, ben, quelque part aussi, tu peux être en mesure de voir aussi, lorsque tu regroupes tout, quel produit qui rentre moins, quel qui est moins profitable, puis quel qu'on peut améliorer. Alors que si c'était une entité en soi, on serait déjà déficitaire. Alors, ça fait toute la différence aussi. Ouais. Je vais arriver avec un autre exemple. Tantôt, on avait la pause publicitaire de Café Napoléon. Bon, Café Napoléon. Mesdames et messieurs, réécoutez la pub en boucle. À chaque fois, ça nous donne le sourire. C'est une bonne publicité radio, comme on les aime. Ouais. Ça fait 2 ans qu'elle roule. C'est ça que Pierre me disait tantôt avec l'émission commence. Ouais. C'est une super bonne publicité qui est humaine, chaleureuse. Écoute, on goûte le café dans cette pub-là. Quand on l'entend, ça sent le café. C'est bon. Prenons cet exemple-là. Il fait de la torréfaction. Donc, cette personne-là vend à des particuliers du café torréfié. Il doit vendre à des entreprises parce que avec un bon café comme ça, il doit avoir développé ses canaux commerciaux. Fait que B2B, il vend des commerces, des restaurants. Des grandes surfaces maintenant. En plus. Fait qu'il vend aux particuliers puis aux entreprises le même produit. OK? Fait que dans le fond, ça, c'est un produit A avec 2 cibles de marché puis 2 marketing différents. Il pourrait, demain matin, voir une opportunité puis dire... Écoute, moi, j'aimerais ça que les gens viennent s'asseoir chez moi pour boire du café. Puis ils vont goûter à toutes sortes de cafés, comme la maman me faisait ça quand j'étais petit. Ouais. Fait que là, il va s'ouvrir un petit 20 places, faire les rénovations, tout le kit, puis lui, il va décider de garder peut-être le même nom. Là, c'est un produit B. Ça devient une entité de restauration. Puis là, quand tu bois du café, il faut que tu vendes aussi des viennoiseries, tu vendes d'autres affaires. L'accompagnement est essentiel. Puis à un moment donné, si tu es opportuniste, tu vas écouter la clientèle, puis la clientèle va dire « Ouais, mais là, ce serait le fun de dîner ici. » Fait que là, tu vas t'ouvrir une sandwicherie, and so on. Donc, ce qui va arriver à ce bon petit monsieur-là, c'est que il va littéralement avoir une deuxième business dans sa business, dans le sens où il va devoir opérer un restaurant, qui n'est pas la même chose qu'un business de torréfaction. Les deux se consomment, les deux se mangent, mais mettons, la se boivent. c'est 2 affaires mais différentes. la gestion, c'est 2 affaires, parce qu'il y en a un où est-ce qu'il faut que tu aies un inventaire de stock frais,
que tu fasses en rotation, tu as de la préparation à faire, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est un exemple où il n'y a pas 2 marques, mais il y a 2 produits. Puis les 2 produits sont à des années-lumière en termes d'opération. Puis c'est ce que je te parlais avant le début de l'émission, c'est que là-dedans, il y a un problème qui est le même, c'est la profitabilité peut être affectée énormément, puis parce qu'on va injecter des profits de l'un vers l'autre, on risque de miner une de ces 2 entreprises-là dans sa croissance. Je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. Imaginons que le torréfaction, je vais générer, je sais pas moi, 20% de rentabilité à la fin de l'année. L'argent que je vais faire là-dedans, je vais le réinjecter d'habitude dans la croissance de mon marché, dans le développement de nouveaux produits. Je vais faire des nouvelles recettes, je vais acheter de la nouvelle machinerie, et ainsi de suite. Oui. Si de l'autre côté, j'ai un restaurant que j'ouvre, au début, il faut que je le start, là, c'est une autre business. Là. Fait que là, le focus est là à 100%. Fait que là, le focus est là, puis pendant que j'injecte mon capital là-dedans, ben, mon capital est immobilisé à faire croître cette business-là. OK? Jusque-là, on est correct? Puis à la fin de l'année, là, il y en a un des 2 qui va être plus profitable que l'autre. C'est sûr. À moins que ça soit égal, ce qui est moins probable. Ouais. C'est très rare que ça arrive, ça. Ça arrive. C'est des cas d'exception. Mais ce qui est fort probable, c'est qu'il y en a un qui va être moins rentable que l'autre. Donc, ça veut dire qu'on immobilise l'argent du produit A pour l'injecter dans le produit B. Puis là, le produit B, ben, il traîne la patte, là. Ouais. Fait que il va faire couler à la longue le produit A. Puis quand on regarde ça du point de vue du client, ben, t'as fait une promesse au client. Tu as dit que c'était correct d'aller là, puis tu viens aussi bousiller sa compréhension de ta marque. Il dit... café, eux autres, ils font des sandwichs. Je comprends pas. Ça fait plus de sens. Tandis que quand tu penses à ce nom de marque-là, en ce moment, lui, son positionnement est très bien fait. Là. Il a pas fait le... Mesdames et messieurs qui viennent remarquer, là, le monsieur, il a pas fait le produit B comme je parle. Là. Mais lui, il est très focus. C'est l'exemple d'un entrepreneur qui est très, très, très focus. Il a pas décidé de s'écarter de sa route, ce qui fait que sa marque, elle est claire pour tout le monde. Ouais. Puis une marque claire, c'est une marque que quand tu demandes à la clientèle qu'est-ce que cette marque-là fait, ils te répondent exactement la même réponse que ce que l'entreprise veut. C'est un succès, tu sais. Ouais. C'est ça le positionnement réussi, en fait. Là, je me fais demander souvent la question, Pierre, c'est quoi ça veut dire le positionnement? Le positionnement, c'est de dire, moi, je veux être la référence en torréfaction dans le sud-ouest. Puis là, quand tu fais un sondage auprès du grand public, tu dis, c'est qui la référence en torréfaction? Puis là, ils te répondent... C'est clair. C'est quoi le nom? Café Napoléon. Excellent! Il a réussi son positionnement. Non, mais parce que je t'écoute, puis j'ai en tête des compagnies que je me souviens, entre autres, Purina, qui avait acheté Énergiseur, les batteries, et qui était tout fier de marquer sur leur Énergiseur par Purina des années 80. Tout de suite, les gens. Écoute, ça a été un chaos total. Mais je sais même pas c'est quoi Purina. Purina, c'est de la bouffe pour chiens. Ah oui, Purina Cat Chow. Ouais, oh my God, je me rappelle des pubs. C'est ça. Donc miam, miam, miam. C'est ça, j'imagine. Donc les gens ont comme tout de suite... ça fait pas de sens. Mis de côté les batteries Énergiseur pour aller plus vers Duracell, alors que les années antérieures, c'est Énergiseur qui montait. Et là, ils sont revenus avec leur robot, le lapin plutôt. Là. Mais c'est pour te dire que ça me fait penser à ça. Donc, même les multinationales peuvent faire cette erreur-là. Ben oui, définitivement. Puis, tu regardes, il y a des compagnies... une compagnie qui me frappe tout le temps, c'est Philips. Philips, là, ils font des lumières, ils font des rasoirs électriques, ils font toutes sortes d'affaires. Je pense qu'ils font des appareils médicaux, ils font ils font plein d'affaires. Ça fait pas de sens. Ouais. C'est comme Yamaha, ils font des pianos puis des moteurs, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, cette compagnie-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une force de gestion des opérations. Ouais. Ils ont des usines, ils sont bons à faire des moteurs. Puis à un moment donné, c'est de l'ingénierie, fait qu'ils ont des divisions, fait qu'ils ouvrent des divisions. Puis là, chaque division a des marques, puis genre les marques. Mais ça s'appelle tout Yamaha. Oui, absolument. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une qualité qui traverse tous ces produits-là. Puis toi, tu vas connaître un aspect, c'est-à-dire tu vas connaître les pianos Yamaha, puis là, moi, comme consommateur,
tout ce qui est gamme d'instruments, je vais connaître ces instruments-là. Si je suis quelqu'un qui aime la chasse et pêche, puis j'ai mon bateau à moteur, puis tout le kit, puis je vais connaître peut-être plus les produits Yamaha en moteur. Fait que dans le fond, ça marche ça, parce que de la façon que ça a été designé, les gammes sont cohérentes entre elles. Oui. OK, quand on parle de gamme, on parle d'un ensemble de produits comme qui a une même famille, si on veut. Puis dans cette gamme-là, ça fait du sens pour le consommateur. Puis le positionnement est réussi, la publicité est réussie. Absolument. Dans des canaux spécifiques. Mais sauf que tu verras jamais dans un magazine un piano puis un moteur ensemble. Non, puis c'est ça qu'ils feront pas comme erreur. Et puis pour avoir côtoyé des gens de Yamaha, ils m'expliquaient eux au niveau musique que c'était une honte Yamaha Moteur, et c'est pour ça qu'ils essaient le plus possible de le dissocier, même si c'était la même entreprise, parce que Yamaha Moteur est venu au monde, je sais pas si tu le savais, étant donné que Yamaha était une compagnie d'abord de musique, fabriquait des instruments en cuivre, et lorsqu'est arrivée la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était très impliqué, donc les Japonais, le gouvernement, ont obligé Yamaha à faire des pièces militaires, et c'est comme ça qu'ils ont développé la partie mécanique. Ah, je savais pas l'histoire. Wow! Alors c'est pour ça que c'est le même diapason dans le fond là, qui est là. Et sauf pour Yamaha, c'est toujours, quand on parle d'un moteur, il se dissocie tout de suite, parce que même si c'est la même entreprise, mais ils ont su effectivement faire un marketing totalement différent, une mise en marché. Mais la raison première pourquoi Yamaha fait des motos maintenant et ainsi de suite, c'est à cause de la guerre. Donc ça part d'une opportunité. Ouais. OK? Mais là, l'opportunité était imposée par le gouvernement. Ouais. J'adore ces tranches d'histoire-là, Pierre. Ouais. C'est incroyable ce matin. Ça fait plaisir. Facebook, c'est un cours d'histoire ce matin. Fait que dites-vous que c'est correct que vous nous écoutiez, parce que vous apprenez sur la culture populaire du monde en marketing. C'est-tu pas beau, ça? Ouais. Dans le fond, c'est parce que c'est une opportunité. Et l'opportunité, là, elle venait de l'extérieur. Mais très souvent, l'entrepreneur, il est pas fou, là. Il voit des opportunités. Il voit des papillons, puis il y a des filets pour les attraper, là. Ben oui. Fait que... c'est qu'il se dit, écoute, je peux faire une pièce ici. Fait que là, je vais aller trouver une manière de rejoindre le marché. OK? Puis, très souvent, l'opportunité, c'est de servir un client. Puis tu te dis, j'y pense pas tout de suite. Puis la réflexion, elle se fait un petit peu plus tard, dans le fond. Une fois que le mal a été fait, si on veut, là, tu sais, t'as lancé ton produit ou t'as fait ton restaurant, ou bon, t'es rendu plus loin, puis c'est là que tu réfléchis, tu te dis wow, comment je fais pour accélérer ça? Mais là, t'es pogné avec une troisième patte qui boite, puis là, tu te demandes comment t'en départir ou comment l'intégrer dans ta business. J'avais entendu parler d'une histoire, c'est incroyable, je vais la partager, parce que moi j'ai traversé cette période-là aussi. Pierre, moi à un moment donné, j'ai parti 2-3 compagnies, tu sais, au début c'était ça. Okay. Puis t'as l'expérience. J'ai l'expérience, je passais à travers ça. Puis moi, il y a quelqu'un, tu sais, j'ai expliqué mon plan d'affaires, puis j'étais au restaurant, puis là, j'ai expliqué, ok, moi j'ai une business, puis on fait ça, puis là je fais ça, puis j'ai une autre business, on s'adresse à tel marché comme ça. Puis là, à la fin, il me dit, ouais, vous êtes combien? On est 3. Tu sais, on a 3 business, on est 3. J'en ris encore. Ouais. Puis je savais que c'était un peu imbécile, mais j'étais enthousiaste de ça, tu comprends? T'es jeune et fou. Puis il m'a raconté cette histoire-là, puis ça m'a fait réaliser à quel point j'étais éparpillé, puis que à continuer comme ça, j'allais m'engouffrer, j'allais m'embourber, là, puis ça allait me noyer, là. Et puis après, j'ai pris la décision, puis j'ai tiré la plug sur 2 affaires, puis là, j'ai focalisé. C'est très difficile à faire. C'est très, très, très difficile à faire comme réflexion. Puis, mais en même temps, c'est libérateur. Fait qu'il m'a raconté l'histoire que il y avait une famille entrepreneuriale où le père avait vendu aux enfants. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faisait comme service, mais c'est pas important. Et puis là, dans le fond, dans cette entreprise-là, le père avait vendu, mais le père, il s'était pogné un petit bureau sur le side, là, puis il voulait faire ses projets encore. Tu sais, il voulait rester impliqué dans le business, mais il était plus décisionnel, puis il était plus dans le top des opérations. Fait qu'il a fait la transition avec ses enfants, le fils puis la fille. Puis là, la personne que je connais est rentrée là comme consultant pour les aider dans cette transition-là, puis la transition stratégique, puis le positionnement de l'entreprise. Donc, ils avaient un positionnement sur un produit A. Le père, lui, créateur, entrepreneur,
il part un projet. Il part un projet, puis il est dans son bureau, puis là, il est créatif, puis là, il voit les opportunités, puis il commence à monter quelque chose. Mais là, lui, il se promène dans l'entreprise, puis il s'en va piger des ressources. « Hey, toi, viens-t'en ici, j'ai un projet à travailler dessus. »« Hey, toi, viens-t'en ici, j'ai un projet à travailler dessus. » Mais là, ces enfants sont là. Tu sais, eux autres, ils se disent, notre père, il s'amuse. Tu comprends? Fait c'est clair. Tu te dis, je vais l'encourager parce que c'est vrai que ça peut amener de l'argent de plus. Tu sais, c'est créateur. Puis on valorise ça. Puis c'est important de le valoriser parce qu'il y a une énergie créative là-dedans, créatrice de richesse. Pour une entreprise, c'est très important parce que c'est comme de la R&D, c'est le produit de demain, et ainsi de suite. C'est juste que lui, il n'a pas créé un produit qui était cohérent avec le reste de l'entreprise. Il a créé une autre patente complètement différente, mais qui utilisait les mêmes ressources. OK? Donc, là, il fait ça, puis là, à un moment donné, il y a une réunion avec Richard, la personne que je connais, puis là, les enfants, ils disent à Richard, on n'est plus capable. Il s'est rendu qu'il prend la moitié de notre staff, là, tu sais. Puis là, on a de la misère à s'ostiner avec, parce qu'il n'est pas décisionnel. Puis là, lui, il a créé une autre entité, puis là, ainsi de suite. Fait que là, Richard, il dit, parfait, on va faire un plan, puis on va scinder les deux compagnies. Mais il dit, on va les scinder, mais vous allez déménager un bureau. Faut que ça soit complètement différent comme business. Tu veux avoir 2 business, tu vas avoir 2 business. Pas une avec 2 dedans, là. 2 localisations différentes. Fait que là, ils se sont pognés un local à genre 30 km, là. Puis là, ils ont... Pour être sûr qu'ils jouent pas dans le personnel. Exact, c'est ça là, qu'ils ont fait. Puis c'était sain comme décision. Et là, dans le fond, il a dit, OK, ben le père va prendre quelques ressources, il va partir avec, puis là, ils vont les amener là-bas. Puis ils ont été d'accord avec ça. Puis là, finalement, il s'est dissocié. Quelques années plus tard, la personne que je connais, Richard, embarque dans la business, puis comment ça va la business? Puis là, les enfants sont comme... C'est dur, on traverse une crise, puis ainsi de suite. Puis là, il dit, comment ça va le père? Ah, il m'énerve. Lui, ça monte. La compagnie va super bien. C'est une bonne histoire. Il y a des leçons à apprendre. C'est une leçon à apprendre là-dedans. C'est tellement beau. Le père, dans le fond, a vu une opportunité de marché. Il était plus dans les opérations. Isolé, même si c'était plus là. Il y avait l'entrepreneur en lui. Il voyait les opportunités. Il était posé. Hein? Quand on est posé sur une branche puis on n'est pas en train de voler, c'est là qu'on voit plus d'opportunités dans le champ. Absolument. Puis on n'est pas en train de courir après notre queue. Là. Les oiseaux ont une queue, mais ils ne courent pas après la queue. Mais bon, tu comprends l'analogie? Lui, il était posé, il a vu quelque chose, il a foncé. Puis finalement, ça marche plus que l'autre entreprise. Bon, c'est un peu malheureux, mais à la fin, ils ont... Je veux dire, c'est une famille qui est restée unie, puis c'est ça qui est le plus important. Ouais. Mais tu sais, excuse-moi. Vas-y. J'ai vu le contraire, moi. J'ai vu le père qui a pris sa retraite et un des fils prendre la relève et ça a occasionné une fermeture. Parce que c'était dans le commerce au détail et cet individu-là haïssait les clients, il n'était pas capable. Il avait été élevé avec sa famille à être dans le commerce au détail et lui, depuis le début, haïssait ça, mais il s'est retrouvé par défaut en gestion de l'entreprise et haïssait les clients. Alors, ça part mal. Quand il y a une stratégie marketing avec ce gars-là, il disait, ben regarde, moi je l'haïs, les clients demandent tout. C'est ça. Alors, ça a fait une fermeture éventuellement. Je comprends. Ça, c'est malheureux. C'est le contraire. Mais bon, l'exemple que je donne sur la focalisation, c'est important. Ça veut dire qu'à un certain point, ils auraient pu décider de flusher le produit A puis rester sur le produit B puis faire un shift complètement de business. Mais bon, ils n'ont pas pris cette décision-là, mais il y aurait eu cette réflexion-là à faire. Puis le fait de scinder les 2 compagnies, ça a été une très bonne décision selon moi. Là. Dans le fond, à un moment donné, on se perd dans les réflexions. Je vais te raconter l'autre histoire que j'ai rencontré une compagnie récemment, puis c'était ça. Il me sortait 3 cartes d'affaires, puis il me disait, écoute, là, j'ai une compagnie qui fait un service A, j'ai une compagnie qui fait un service B, puis là, on a développé une application qui est le produit C, qui est dans la compagnie service B, puis on a un nom de compagnie X. Fait que finalement, il y a comme 4 noms de compagnie, 3 noms de compagnie, puis essaie de réfléchir à la logique entre toutes ces choses-là. Puis en fait, c'était hier, puis il me dit est-ce que tu peux corriger un de nos sites web parce qu'on trouve que l'expérience n'est pas bonne? Mais moi, je lui ai dit, on va reculer 2 petites secondes, là. Pourquoi tu as 3 marques? Puis je posais des questions en demandant juste
qu'est-ce que ton client doit comprendre de ça? Qu'est-ce que ton client doit comprendre de ça? Ouais. Qu'est-ce que ton client doit comprendre de l'application? Puis c'est quoi le parcours? Je lui ai donné un exemple. C'est comme quand tu imagines un grand restaurant en 3 étages. Tu as un étage où est-ce qu'on fait du steak. Dans un autre étage, on fait des pâtes. Puis dans l'autre étage, on fait des fruits de mer. Puis là, il y a des portes qui mènent de la rue à ces étages-là directement. Mais ton client, là, quand il rentre dans le restaurant, est-ce que tu veux qu'il voit l'ensemble des services ou tu veux qu'il reste dans un des étages? Ouais, Puis il faut se mettre dans la peau de ce client-là puis dire c'est quoi l'expérience que je vais avoir en rentrant dans le restaurant. Puis c'est là que les choses vont devenir plus claires en termes de branding puis de focalisation d'affaires. Ouais. Puis peut-être que tu vas prendre une décision qui n'est pas marketing, tu vas prendre une décision opérationnelle. Ta décision opérationnelle, ça va être de dire peut-être que les pâtes dans mon restaurant, c'est pas rentable. Fait que je vais flusher ça va être fruits de mer puis steak. Fait que je vous laisse avec une analogie de bouffe, là. Mais Ça donne faim, alors. ça donne faim, hein, c'est ça. Mais donc, le client, entre autres, que tu parles, je ne vais pas te dire ta stratégie, parce que j'imagine que tu dois lui réserver sa stratégie pour lui, là, mais tu vas le conseiller plus d'y aller qu'est-ce que tu mentionnais, tout simplement. Ben en fait, il n'y a pas de recette magique, Pierre. C'est de réfléchir. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va réfléchir à son ensemble de marques, puis on va essayer de trouver la cohérence, puis à un moment donné, on va prendre des décisions, on va flusher des noms, ou on va flusher des affaires, puis on va juste clarifier les choses. Parce que ses services vont être les mêmes. Lui, ses services sont cohérents l'un avec l'autre. C'est juste qu'il y a une problématique qui a créé des noms, puis il a créé des bébelles graphiques qui font que quand je raconte l'histoire, c'est pas clair. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends, mais c'est vrai que c'est pas évident à visualiser. Là. C'est pas évident à visualiser à la radio, là, ça je peux comprendre, là, mesdames et messieurs. C'est pas juste un exercice d'histoire, c'est un exercice cérébral très difficile, Facebook. Donc, à vos cerveaux, on avait tout terminé. Oui, alors merci beaucoup, David. C'est fort intéressant toutes les fois, mais on peut réécouter la capsule, effectivement, sur le site internet de CKVL, dans l'émission « Me lancez pas des pierres ». On va pouvoir réécouter, donc si c'est pas clair... Des fois, c'est pas toujours évident, mais tu à première écoute, c'est pas toujours évident. C'est des concepts théoriques. Ouais. Mais bon, c'est le week-end. Alors, mesdames et messieurs, je laisse votre cerveau dormir en paix. Amusez-vous, ne vous éparpillez pas, gardez le focus. Le focus, c'est d'avoir du plaisir, puis d'aller dehors profiter du soleil. Et d'écouter tes conseils de chez Adviz aussi, comme marketing. Ah, c'est marketing. On dit Adviz Marketing? On dit Adviz. Adviz, tout simplement. Bon, voilà. Donc, merci, David. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Bon week-end. Alors, restez à l'écoute parce que tout de suite après, M. Benoît D'Amico qui arrive avec les actualités mondiales. On va dire ça comme ça. Voilà. Vous êtes dans l'émission Ne lancez pas des pierres. Pierre Brisebois avec vous jusqu'à 11h. Du 29 avril au 2 juin, le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux vous offre des cours et ateliers. Pour débutants, la danse baladie et pour les débutants intermédiaires et avancés, la danse latine. Nous offrons aussi des cours de tai chi, pilates, yoga,